Ok. Bien, bonjour à tous, bienvenue aux personnes présentes et aux personnes qui sont en visioconférence pour cette 4e séance du séminaire de Chibolette Actualité de Freud, qui est consacrée cette année, comme la plupart d'entre vous le savent, aux passions contemporaines. D'ailleurs, ce soir, le sous-titre était tout trouvé, puisque tu as employé la formule de passion négative dans ton livre. Donc, ça sera les passions négatives ce soir. Donc, on est évidemment très content d'avoir Pascal Bruckner pour présenter les thèmes de son livre Le Sacre des pantoufles, et très content d'avoir Ulysse Manès. Je te présente tout de suite parce que tout le monde ne te connaît pas encore. Voilà, tu es doctorant en philosophie, tu es auteur, compositeur, tu es l'assistant ou tu as été l'assistant d'Alain Finkielkraut. Hein, et tu vas bientôt, à partir de cet été, présenter une émission sur France Culture sur les grandes figures intellectuelles de l'Europe de l'Est. Voilà, donc on est très content d'avoir Ulysse qui va commenter la présentation de Pascal que tu vas nous faire. Alors, écoute, quand j'ai appris que tu travaillais là-dessus avec ce titre-là, je me suis dit que ça va être un livre de détente. Et j'ai pensé tout de suite à un copain dont je ne vais pas dire le nom parce que beaucoup le connaissent, qui est un grand psychanalyste. Quand on va dîner chez lui, il nous reçoit toujours en charentaise, qui qu'on soit, quelle que soit l'occasion, et il appelle sa femme la patronne. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi je ne mets jamais de pantoufles chez moi et de chaussons. Ça m'envoie des représentations comme ça. Donc, j'ai cru que ça serait un livre un peu de détente qui faisait suite à ton livre sur les amis et la montagne que j'ai beaucoup aimé et en fait, j'ai trouvé que ce livre-là est un peu tout à fait le contrepoint de celui sur la montagne, hein, puisque celui sur la montagne et des amis était un livre de rencontre, un livre d'altérité, un livre d'aventure, un livre de liberté, hein, et de désir. Et là, au fond, ce que tu reprends, la question du désir, la question du renfermement, du retrait, hein, c'est le sous-titre. C'est le sous-titre du livre, du renoncement au monde, du repli sur soi. Hein, voilà. Et donc, au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est un livre plus que sérieux, qui aborde des choses graves et qui est annoncé par la citation que tu mets en exergue du livre, Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles, de l'écrivain suisse Max Frisch. Vous comprendrez pourquoi, je crois. Tu vas en parler. Alors, je trouve que ce livre et les thèmes que tu abordes sont tout à fait dans la continuité, au fond, des autres livres, où je crois que livre après livre, essai après essai, tu fais ce que nous, on appelle ici à Chibolette une clinique du contemporain, c'est-à-dire tu reprends les signes, les signaux, les emblèmes, et des problématiques humaines, civilisationnelles, sociétales. Et là, j'ai l'impression, au fond, après, par exemple, je l'ai cité parce que c'est les thèmes que tu reprends et que tu lis, que tu associes, que tu conjugues avec à la fois légèreté et pertinence. Donc, il suit Un coupable presque parfait où tu abordais la question du wokisme. Vous n'entendez pas? Voilà, bon. Donc, je disais que ce livre est dans la continuité de la clinique du contemporain que Pascal mène livre après livre, essai après essai. Il vient après Un coupable presque parfait où était abordée la question du wokisme, de l'indifférenciation et d'une sorte de fascisme ordinaire, d'une certaine façon, du tyrannie, du macartisme néo-féministe. Il suit, je ne vais pas tous les citer, mais Un racisme imaginaire où tu démontes l'accusation d'islamophobie, hein, qui est une forme effectivement aussi de tyrannie et qui empêche de penser à la fois les gens en dehors de l'islam et à la fois les gens à l'intérieur de l'islam qui pourraient le penser et le critiquer. Je crois que voilà, on peut évoquer aussi la tyrannie de la pénitence, plus loin le sanglot de l'homme blanc, où tu évoques au fond cette rencontre, qui est une phrase que j'aime beaucoup et que je reprends souvent de toi, la rencontre comment tu appelles ça, des passions de la honte, non, des passions de la honte et des passions de la haine. La rencontre je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu ne te souviens plus. C'est une belle. Voilà. Et, mais là, on peut dire que d'une certaine façon, dans ce livre, tu conjugues un peu tu fais des liens entre tous ces thèmes-là.
et que la passion de la haine et la passion de la honte se rencontrent chez les mêmes personnes, hein. C'est-à-dire des personnes qui, au fond, vont déterminer leur identité. Là aussi, un thème que tu abordes souvent, c'est-à-dire la question de l'identitarisme, hein, d'une identité, d'une identité mortifère qui se transforme en haine identitaire, et des gens donc qui effectivement qui vont se définir aujourd'hui par être anti-climat, anti-avion, anti-voiture. On est contre, hein, quelque chose de velléitaire et qui, et effectivement, ces doutes, ces indécisions, ces peurs se transforment effectivement en haine, en discours tyrannique le plus souvent. Donc, au fond, des définitions par soustraction, hein, des définitions par soustraction. Donc, ils sont abordés tu traverses des thématiques, la thématique évidemment du travail, qui est particulièrement à l'œuvre aujourd'hui, la thématique de la longévité, c'est un livre, qu'est-ce qu'on fait du temps libre, de la famille, des couples aussi, hein. Tu traverses un petit peu, bonjour, tu traverses un petit peu toutes ces thématiques. Donc, au fond, c'est ce livre qui s'annonçait plutôt léger, traverse tous les champs et la gravité de l'abord de ces champs. Voilà. Donc, écoute, on a plein de questions et je pense que c'est des choses qui prêteront à débat. Donc, je te passe la parole pour que tu présentes un petit peu tous les axes. Bon, merci, Micha. Vous m'entendez? Formidable. Bon, bah, écoutez, ce soir, nous sommes en comité réduit, comme ça, c'est plus confidentiel et ça rentre tout à fait dans le sujet. Alors, voilà, l'objet du livre, très simplement, c'est l'étude du monde d'après. Qu'est-ce que c'est le monde d'après le Covid? Et ma réponse est simple, c'est le monde du dedans. Et ce monde du dedans, il était déjà latent bien avant que la pandémie nous frappe, c'est-à-dire qu'il a commencé au début du 21e siècle avec une série d'événements qui nous ont frappés, le 11 septembre, donc la révélation du terrorisme islamique, le, le réchauffement climatique. Pour la France, c'est 2003, hein, c'est les 15 000 personnes âgées qui sont mortes de la vague de chaleur. Donc, ça a été tout d'un coup un avertissement. La pandémie, évidemment, qui en annonce d'autres, puisque d'ailleurs, le Covid, on nous prédit d'autres virus qui vont nous frapper. Et puis, évidemment, la guerre en Ukraine. Donc, tout ça explique que l'humeur du français contemporain, peut-être plus du français d'ailleurs que des autres Européens, car nous sommes particulièrement ouverts à la dépression, c'est la fin du monde. Nous pensons que la fin du monde est arrivée. D'ailleurs, on voit que les deux grandes idéologies qui se partagent aujourd'hui le champ des idées sont le déclinisme et le catastrophisme. Déclinisme à droite, ou voire à l'extrême droite. La France est foutue, elle est envahie, notre pays est exsangue, nous devons sortir à tout prix de l'Europe. Et puis à l'extrême gauche ou à gauche, le catastrophisme, c'est-à-dire nous vivons les dernières heures de l'humanité. Vous voyez le succès de la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici, le gourou du réchauffement climatique, qui a vendu 600 000 exemplaires, Le Monde Fini, où il explique comment vivre dans un monde post-apocalyptique. Et donc, cette conjugaison entre le déclin et l'apocalypse fait que pour beaucoup de gens, la seule issue, évidemment, ça n'est pas de partir à la conquête du monde, c'est de rester chez soi et de verrouiller la porte. Et donc, je fais dans ce livre toute une généalogie de la chambre. J'essaie de faire un rapide examen depuis la caverne de Platon jusqu'à la cellule du moine, en passant par la chambre et l'appartement aujourd'hui. Et dans l'appartement, on peut aussi rajouter la villa, la maison, la ZAD, le bunker, la yourte, enfin tout ce qui sert aujourd'hui d'abri. Vous savez que les bunkers sont en train, paraît-il, de connaître une hausse phénoménale. Il y a un site qui s'appelle bunkel.fr pour construire votre abri anti-atomique dans la maison, selon une habitude qui a été prise par les survivalistes américains dans l'après-guerre, qui est évidemment très répandue outre-Atlantique, puisqu'on y craint toutes sortes de choses, depuis les Martiens jusqu'à l'invasion des communistes, des islamistes, des Russes, enfin de toutes sortes, des narcotrafiquants. Et donc,
l'idée de se barricader chez soi est devenue une idée éminemment populaire, y compris et surtout dans la jeunesse, puisque bien qu'il y ait peu de jeunes dans cette assemblée, de très jeunes, hormis notre ami Ulysse et son frère, si on en croit Le Monde de dimanche lundi, la jeune génération est appelée la génération plan-plan, génération tisane et Scrabble, donc qui passe la plupart de son temps voilà, effectivement, à regarder les réseaux, à jouer aux cartes et à se calfeutrer contre un monde extérieur qui est dangereux et dont d'ailleurs on n'a plus besoin puisque désormais le monde vient à nous. Donc c'est ça la grande différence entre la cellule du moine qui était éventuellement habitée par Dieu, sauf quand la foi le désertait, la caverne de Platon qui lançait des reflets du monde des idées. Et aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de vivre par procuration avec les événements du monde extérieur, tous événements qui sont évidemment des incitations à ne pas sortir, puisque si l'on regarde les nouvelles, ne serait-ce que ce soir, ça n'est que guerre et catastrophe partout. Donc évidemment, on est beaucoup mieux chez soi. Et alors je dirais brièvement, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, brièvement, il y a deux choses qui sont en train de s'effacer dans la mentalité contemporaine post-Covid, mais encore une fois, c'était latent. La première, c'est autrui, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons connu le sida dans les années 80, qui était une sorte d'avertissement et de rappel des liens entre le sexe et la mort, qu'on avait cru évincé pendant 30 ou 40 ans grâce à la pénicilline. Toutes les maladies mortelles liées à la sexualité avaient été annulées et la syphilis se guérissait d'une bonne injection. Avec le sida, c'est autre chose, effectivement. Et donc, la seule parade que nous ayons trouvée contre cette maladie sexuellement transmissible, c'est le préservatif. Mais au moins, le sida n'empêchait pas les relations amoureuses puisque il suffisait de se couvrir pour ne pas contaminer ou être contaminé. Avec le Covid, c'est autre chose puisque au fond, on ne connaît pas exactement son mode de transmission. Alors aujourd'hui, il est jugulé, en tout cas en Europe et aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est le souffle de l'autre qui, en quelque sorte, nous entraîne dans sa maladie et il est très difficile de résister à un souffle. Donc, vous le savez, la bise est aujourd'hui devenue très problématique. Elle est presque inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, comme la baguette et le béret basque. Est-ce qu'on se fait encore la bise? Beaucoup de gens y répugnent et d'ailleurs s'en félicitent parce que je crois que beaucoup de Français en avaient assez de faire des bises, de claquer la bise à répétition. Ça dépend avec qui, oui, mais c'était devenu une contrainte. Et donc le contact avec l'autre est devenu hautement périlleux et on décide d'y mettre fin par toutes sortes de procédures. On s'incline un peu comme les Asiatiques, on s'incline en joignant les mains, ce qui évite évidemment de les serrer et éventuellement d'être contaminé. Parce qu'effectivement, autrui est devenu une source de contamination. Alors aujourd'hui, ça va mieux, mais enfin, souvenons-nous qu'il y a 2 mois, simplement, au mois de décembre, il y avait une épidémie de Covid et de bronchiolite qui mettait la France en émoi et qui reviendra évidemment dans quelques semaines, selon un cycle inévitable. Alors, il y a un domaine où le contact avec l'autre est plus problématique, c'est la sexualité. Et là encore, je n'ai même pas eu besoin de l'inventer. Enfin, je l'avais pressenti, mais le journal Le Monde parlait il y a quelques mois de récession sexuelle dans la jeunesse. Le mot est étonnant parce que sexualité n'est pas une force économique. Enfin, si, dans certains cas, c'est une source de profit énorme, mais le mot récession est un terme étrange, mais oui, on parle d'économie libidinale. Mais très étrangement, effectivement, il semble que le contact charnel avec l'autre soit, en tout cas, considéré avec circonspection. Alors là aussi, pour des raisons très pratiques, ben, c'est tout simplement que se rapprocher d'un être, c'est risquer de tomber malade quand le Covid sévit. Et puis, moi, j'y vois pour ma part aussi une conséquence quand même indirecte du mouvement MeToo, puisque
quand même contrairement à ce qu'on dit, MeToo n'est pas simplement sur le consentement. Si c'était ça, je pense que nous serions tous enthousiastes pour accueillir ce mouvement de dénonciation des violeurs et des agresseurs. On sait qu'il porte plus fondamentalement sur la méfiance qui accompagne l'hétérosexualité, puisque dans ce mouvement féministe, qui suit d'ailleurs tout un féminisme anglo-saxon qui a commencé dans les années 80, l'homme est considéré, avec Marilyn French, avec Andrea Dworkin, avec Catherine McKinnon, l'homme est considéré comme un agresseur, non pas accidentel, mais substantiel, consubstantiel, c'est-à-dire que son anatomie fait de lui un violeur. Et même quand il croit faire l'amour, en réalité, il force la femme, laquelle n'a d'autre ressource que de céder malgré elle aux appétits du mâle. Et donc, je pense qu'effectivement, le mouvement MeToo, avec tous les procès qui s'enchaînent, on a encore vu la preuve hier avec l'interview de Sandrine Rousseau par Apolline de Malherbe sur BFM TV, où Julien Bayou a été donc acquitté des soupçons d'agression, de viol. C'était tout simplement un dragueur, mais évidemment, ce terme est devenu insupportable pour beaucoup de féministes. Et Sandrine Rousseau a dit que tant qu'elle serait en vie, elle interdirait ce genre de pratique et qu'elle défendrait les femmes. Il y a eu une prise de bec assez violente entre Apolline de Malherbe et elle. Et donc, ça veut dire que, en réalité, ce qui est remis en question dans le mouvement MeToo et dans le néo-féminisme, dans une partie, parce que le féminisme est pluriel, ne l'oublions jamais, c'est le désir masculin. Le désir masculin est par nature offensant et il faudrait, si possible, séparer les hommes des femmes et en faire deux tribus qui ne communiqueraient que par l'intermédiaire de leur avocat. Alors, c'est un peu le cas aux États-Unis. Il ne faut pas caricaturer, mais c'est un peu le cas aux États-Unis. Mais c'est vrai que l'hétérosexualité est entrée dans l'ère du soupçon. Et comme disait Virginie Despentes, l'hétérosexualité est aussi naturelle aux hommes et aux femmes que les clôtures électriques aux troupeaux de vaches. C'était une manière de dire qu'au fond, les femmes qui acceptent encore de se plier à la loi masculine devraient s'éloigner le plus vite possible. Et donc, je pense qu'effectivement, ce mouvement MeToo éloignait un certain nombre d'hommes jeunes de l'hétérosexualité. Et d'ailleurs, les enquêtes montrent que beaucoup de jeunes gens choisissent le célibat ou alors choisissent l'homosexualité, puisque c'est plus pratique, que les négociations sont moins longues et qu'au fond, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, voilà, ça permet d'éluder les pratiques de la galanterie, de la cour et des conséquences possibles, puisque vous savez qu'aujourd'hui, dans le droit anglo-saxon, il y a deux nouvelles rubriques qui ont été ouvertes. C'est la rubrique de eye rape, donc le viol par le regard. Et effectivement, ça, c'est vrai que si aux États-Unis, par exemple, vous fixez une femme trop longtemps dans un café ou dans un restaurant, elle appelle la police. Oui, alors ça, je l'ai vu. Et donc, et Netflix, la plateforme Netflix, a institué dans son règlement la règle des 5 secondes, c'est-à-dire que deux acteurs qui jouent dans une série n'ont pas le droit de se fixer plus de 5 secondes, sinon, évidemment, ils risquent le renvoi, parce qu'au-delà de 5 secondes, c'est du harcèlement, c'est une prise de possession par les yeux, c'est le jugement de l'autre par l'apparence, qu'on appelle le lookism, et donc ça met mal à l'aise les femmes. De la même façon qu'aux États-Unis, il est recommandé de ne pas prendre un ascenseur avec une femme seule. Elle vous le dit d'ailleurs très gentiment, je préfère rester seule. Donc, vous attendez votre tour. C'est la première chose qu'on apprend quand on est professeur dans les universités, de ne pas accueillir une étudiante. Mais c'est vrai aujourd'hui en France, la porte fermée, ou alors il faut enregistrer, mais sinon laisser la porte grande ouverte pour que le monde entier soit témoin que vos gestes ne sont pas des gestes d'agression ou d'emprise, mais au contraire de pur dialogue. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est rentré dans le droit anglo-saxon, mais qui existait déjà dans les années 80, qui avait été bien mis en lumière par un très bon livre de Cathy Rolfe qui s'appelait The Morning After, c'est-à-dire le lendemain. C'est le regret rape, c'est-à-dire le viol du regret. Vous avez eu une aventure avec une femme, et puis finalement, au cours de la nuit, elle se dit que ce n'était pas terrible.
qu'elle n'a pas été véritablement satisfaite, qu'elle aurait peut-être préféré rester chez elle. Et donc, elle a le droit de déposer plainte contre vous. Mais évidemment, après, il faut plaider. C'est plus difficile, mais cela veut dire que l'homme est considéré a priori comme le fautif. Et cela fait d'ailleurs suite à la pétition qui avait été lancée il y a 2 ans. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, par 125 avocates pénalistes féministes sur le thème « Une inquiétante présomption de culpabilité pèse sur les hommes dans les tribunaux ». Donc, c'était le thème et c'était tout à fait vrai. Et cela continue évidemment de nos jours, même si de plus en plus d'exemples montrent que beaucoup d'hommes sont acquittés parce que effectivement les plaintes étaient abusives. Et il y a un très bon livre de Pascal Robert-Diard, qui est chroniqueur judiciaire au Monde, qui s'appelle La Petite Penteuse, qui est sorti en septembre. J'avais plaidé pour qu'au Goncourt, au moins on la mette sur nos listes, qui raconte l'histoire d'un homme qui a fait 10 ans de prison parce que la fille de ses voisins l'a accusé d'agression. Et au bout de 10 ans, il a refait l'enquête et elle a avoué qu'elle avait menti. Donc voilà, c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres. Effectivement, on peut m'en opposer de très nombreux où c'est l'inverse qui se produit, mais la justice ne s'adresse qu'à des cas particuliers et essaie de ne pas condamner globalement. Donc, alors, l'effacement d'autrui, voilà, c'est-à-dire que l'autre est un danger et donc on se méfie de lui. Et puis, autre chose aussi, c'est l'effacement du monde. Donc, le livre a pour sous-titre « Le renoncement au monde ». Alors là, effectivement, on est encore dans l'actualité. C'est le soupçon mis sur le voyage. Le voyage est désormais frappé d'interdit. Alors, pourquoi? Tout simplement à cause de la dette climatique. Je vais parler de Jean-Marc Jancovici. Vous savez donc c'est un ingénieur qui explique que désormais, nous ne devrions avoir droit qu'à 4 voyages en avion dans toute notre vie. Si on ne veut pas accélérer les gaz à effet de serre, alors, avouez que c'est peu, c'est quasiment réduire chacun au local ou même au bocal. C'est vraiment très, très peu. Et au fond, je pense que le confinement a été un peu la matrice du monde contemporain, puisque nous étions, dans le premier confinement, assignés à un périmètre de 500 mètres autour de chez nous. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les mobilités, en fait, la mobilité, c'est le droit de prendre son vélo sur des petites distances, sauf si vous voulez vous lancer dans le tour du monde en vélo, mais évidemment, c'est un choix de vie plus qu'un moyen de transport. Et effectivement, le monde est devenu non seulement autant dangereux, mais quasiment impraticable. Alors, simplement, d'un point de vue géographique, regardez la tâche, les tâches sombres de la planète. Bon, évidemment, personne n'a envie d'aller faire du tourisme en Ukraine et en Russie aujourd'hui, ce qui quand même couvre un espace considérable. La route des Indes est fermée. Elle est fermée de la frontière turque à la frontière indienne. Personne n'a envie de se promener au Pakistan, en Afghanistan et en Iran. Évidemment, j'allais l'oublier, à ses risques et périls. Et puis, toute l'Afrique subsaharienne est évidemment la proie du djihadisme, de la frontière algérienne bien au nord de l'Afrique du Sud, puisque Daesh est en train de descendre jusqu'au Mozambique et qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement des soldats rwandais qui sont chargés de contrôler Daesh et sa progression, même si eux-mêmes commettent d'autres agressions. Et donc, ça fait quand même une bonne partie du monde est interdite à notre envie de pérégriner, sans parler des pays d'Amérique latine, le Venezuela, le Nicaragua, où nous n'avons pas forcément envie d'aller parce qu'il y a une instabilité politique. Donc voilà, le voyage est frappé d'interdit. Le voyage en avion est coupable. Je vous rappelle cette mesure d'une maire écologiste qui s'appelle Laure de Montconduit, elle a un nom très vieille France avec une particule, et qui a supprimé les subventions d'initiation au vol aux jeunes handicapés parce que, dit-il, le vol est désormais banni de l'imaginaire et nous n'avons plus le droit de voler. Nous n'avons plus le droit de grand-chose, comme tu le disais tout à l'heure.
Alors évidemment, cela va de pair avec une nouvelle définition de l'homme. Ce n'est pas simplement l'homme déconstruit, mais c'est l'homme diminué qui est l'avenir. Donc nos passions sont négatives. Euh, il faut moins consommer, moins voyager, moins rouler, moins rêver. Et puis, comme tu l'as dit aussi, nous définissons par négation. Nous sommes anti-vax, anti-viande, anti-ski, anti-corrida, anti-chasse. J'en oublie évidemment, puisque la liste est illimitée. Donc, tout ce qui faisait l'ordinaire des sociétés doit être désormais, anti-viande bien sûr, doit être désormais banni, remis en cause au nom, alors les raisons sont multiples, au nom de la souffrance animale, au nom de l'équilibre de la planète, au nom du réchauffement climatique, mais tout ça dessine évidemment un portrait anthropologique très étrange d'une humanité qui survit dans un trou. Et je prends l'exemple du trou parce que c'est une nouvelle de Kafka, intéressante, peu connue, où voilà, on ne sait pas quelle créature survit dans un trou, mais on ne sait pas si c'est une taupe ou si c'est un être humain, et elle est au fond de son trou, et dès qu'elle entend un bruit, elle est affolée, donc elle gratte pour bien fermer le trou. Mais effectivement, la métaphore du terrier, du trou, devient de plus en plus pertinente. Et puis, dans ce portrait, qui n'est pas exagéré et qui, je crois, est assez fidèle, il y a aussi l'extension illimitée du phénomène de la livraison. La scène universelle de l'homme et de la femme contemporain, c'est un individu affalé sur son canapé face à une série d'écrans. Ça peut être le portable, ça peut être l'ordinateur. Et cet individu affalé est gagné par une crise de flemme aiguë. Là encore, je me réfère à un article du Monde. Et donc, il fait appel à des plateformes de livraison. Et dans mon immeuble, qui est à 200 mètres d'ici, le soir, à partir de 5 heures, surtout l'été, c'est la valse des livreurs qui sonnent parce qu'ils ont des choses à apporter. Alors, aujourd'hui, la livraison est universelle. Elle ne porte pas simplement, c'est pas simplement la lutte entre Deliveroo et Uber Eats ou d'autres plateformes. C'est aussi les gens qui ne veulent pas descendre à l'épicerie pour acheter une bouteille d'eau ou de lait, et donc ils se font livrer. On se fait livrer des meubles, on se fait livrer, les coachs viennent à domicile pour vous enseigner, et même, dit-on, les partenaires sexuels qu'on peut trouver sur les applications Tinder ou Grindr et qui sonnent à votre porte pour, évidemment, pour quelques instants de plaisir. Et puis ensuite, ils vous saluent, ils reviennent chez eux. Donc, le dérangement est minimum, sauf pour eux. Et donc, l'intérieur est devenu l'espace absolu dans lequel la vie se déroule, que l'on peut évidemment modifier si on a un appartement assez grand. On peut choisir de dormir dans le couloir ou faire la cuisine dans le salon, puisque ce sont les variations permises. Et donc, le cauchemar du confinement, du premier confinement, est devenu en quelque sorte risque, en tout cas, je dis bien risque, parce qu'évidemment, il ne faut pas caricaturer, de devenir une norme. Et donc, à la tyrannie sanitaire dénoncée par certains, fait suite une tyrannie sédentaire, mais que nous acceptons tout simplement parce qu'elle nous protège, elle nous rassure, et parce que le monde extérieur qui nous arrive est évidemment perçu comme épouvantable. Et effectivement, il y a toujours assez d'agression pour nous conforter dans l'idée que nous avons raison de ne pas sortir. Donc voilà en gros la présentation que je voulais faire, et je laisse la parole à Ulysse, qui lui est un représentant de cette jeunesse audacieuse et entreprenante qui voyage encore. Par le nom. Bon, je ne suis pas encore un habitué du grand oral, donc j'ai préparé, moi, une intervention écrite que je vais vous lire, et ensuite, on pourra peut-être entamer une discussion plus libre. Alors voilà, je vous lis le petit texte qui a un titre, c'est « Un après-midi avec Pascal Bruckner à Istanbul ». Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie vivement pour votre invitation, et particulièrement Michel Gadwalkovitch, qui m'a fait l'amitié de me proposer cette brève intervention. Permettez-moi tout d'abord quelques mots d'introduction exotiques pour planter le décor. Certains parmi vous le savent, je suis rentré il y a quelques jours d'un long mois à Istanbul, avant le drame sismique, où j'ai vécu dans le quartier labyrinthique de Balat, sur la Corne d'Or,
au cœur des cantines ottomanes, des cafés encore chauffés au poêle à bois, des salons de cartes où les hommes flânent des après-midi entières, des librairies sans âge où chacun fume oisivement dans les montagnes de livres et de gravures. Parmi ces annonces, il faut aller faire un tour vers le petit sentier des docks qui mène au restaurant de poissons et au vieux caravansérail, changé aujourd'hui en entrepôt d'encre pour bateaux et magasin de hameçons, filets de pêche, appâts. Dans l'air flotte invariablement une odeur forte de baliques grillées mêlée au vin de quai. Les maraîchers et poissonniers, fermant lentement leurs échoppes, diffusent la radio sur de vieux appareils poussifs et lancent des seaux d'eau mousseuses sur le sol centenaire, couvert de mégots, d'arêtes de poissons et de pelures d'oignons. J'ai assisté un mois durant à ce genre de rituel, à ces gestes appris, ces destins répétitifs, dans un paysage immuable. Les rues d'Istanbul regorgent de ces tableaux immobiles. Sans oublier en arrière-fond, où que vous alliez, taxi, hammam, café, échoppe, les motifs mélodiques et les sons familiers qui résonnent dans les appareils, offrant ce genre de chant et d'ambiance hypnotique répétitive, presque immémoriale. Oui, mémorielle. On a parfois le sentiment que la lassitude n'existe pas sous ces latitudes. C'est ainsi que je reviens à notre sujet brucknerien de ce soir. Par un hasard étrange et comique, dans ce décor immobile, certaines de mes lectures sont entrées en collusion, comme en duel ou en débat. D'une main, je lisais le dernier essai de Pascal Bruckner, Le Sacre des pantoufles. De l'autre, Mendiants et orgueilleux d'Albert Cossery, cet écrivain égyptien mort dans le 6e arrondissement de Paris en 2008 et auteur de 8 romans au titre fantastique comme Les hommes oubliés de Dieu, Une ambition dans le désert ou Les fainéants dans la vallée fertile. L'idée de Bruckner, si je puis moi-même tenter d'en faire ma petite synthèse, c'est que la vie confinée, imposée par les gouvernements lors de la crise sanitaire, a finalement et étonnamment convenu à tout le monde et révélé, sinon exalté, la grande aspiration sédentaire de l'homme contemporain. Avec le confinement, le télétravail a flambé, comme les livraisons à domicile. Les jeunes générations, pendant près de 2 ans, ont étudié, je mets un point d'interrogation à étudier, dans l'écran, à plein temps, orphelins du plaisir de sortir, de jouer au grand air ou de faire l'école buissonnière. L'homme post-Covid, c'est l'homme qui a pris goût à ses pantoufles et à son petit cosmos aménagé à sa mesure, loin du monde extérieur et de ses contraintes harassantes. L'homme post-Covid se fait livrer et vit en distanciel sur son canapé. L'homme post-Covid, c'est l'homme qui ne connaît plus le charme des étendues, des contraintes, de l'effort, du mouvement et de ce que certains philosophes ont pu appeler jadis de l'exterritorialisation. L'homme post-Covid est un cousin d'Oblomov sans le tragique ni le romantisme du héros russe, un Oblomov apathique, horizontal, consommateur, indifférent, indisponible, bref, une sorte de rhizome. En vérifiant la définition de rhizome, j'ai pu lire. Le rhizome est une tige souterraine, horizontale, qui contribue, comme les racines, à la stabilisation durable des berges et des zones vaseuses. Voici, en quelque sorte, dans cette définition Wikipédia du rhizome, une version hautement brucknerienne de l'homme des pantoufles. Impossible, en effet, surtout pour la génération à laquelle j'appartiens, de ne pas sentir la justesse douloureuse d'un tel diagnostic. Flemme insurmontable, passion du chez-soi, sentiment fréquent d'immobilisme ou de gaspillage, peu d'appétit libidinal, sans compter l'étonnante paresse, physique comme intellectuelle, qui semble étouffer nos jeunes vies comme une couverture chauffante. Oui, Pascal Bruckner, le sacre des pantoufles touche un point sensible, sensiblement vrai, et pourtant. De l'autre côté de la frontière, et quelques décennies avant votre homme rhizome de la pantoufle, d'autres hommes s'esquissent dans les romans flâneurs d'Albert Cossery, gardien d'un art magnifique de l'oisiveté. Ils contemplent la sagesse de l'immobilité. Les mendiants de Cossery ne mendient pas. Ils discutent et conseillent. Ils écoutent et interrogent. Ils aident autant qu'ils sont aidés. Et les foules se pressent, le boulanger, l'homme d'affaires, le futur marié,
recueillir humblement quelques lumières des mendiants, les seuls êtres qui ont le temps pour contempler les hommes et contempler et comprendre les hommes. De cette sagesse, fille de la lenteur, fille de la contemplation, vient précisément l'orgueil mendiant et orgueilleux. Ils sont fiers, car jamais ils ne quémandent, ils donnent. Et pourtant, il ne faut pas s'y méprendre, les mendiants de Khosri ne sont pas seulement les représentants d'une culture égyptienne ou d'un monde oriental en général. Plus profondément, ils incarnent une certaine attitude métaphysique, un rapport à l'homme et au temps de sa vie. Cette attitude métaphysique, en gros, la lenteur contemplative et souveraine comme valeur suprême, on la trouve aussi, par exemple, chez les désoccupés dans la Toscane de Roger Vaillant, ces Italiens qui passent leur journée sur des bancs à jouer aux cartes et regarder les voitures tourner autour des fontaines. Les désoccupés de Roger Vaillant sont les frères des mendiants de Khosri. Et nous nous représentons tous ces êtres, étonnants personnages de films ou de chansons, plantés dans le décor comme des statues, perçus comme des oracles, laissant les heures, les semaines et les mois couler comme du miel. Ils ne sont pas pressés, ils jouent aux cartes ou aux dés en consumant leurs cigarettes, ils discutent avec les passants, regorgent d'histoires croustillantes, aux morales cruelles et savoureuses. On pourrait presque dire que ces flâneurs, ces fainéants, c'est aussi le mot de Khosri, sont des frères indispensables. Leur présence délivre de l'homme pressé qui va vite, très vite. Ah oui, bien sûr. Ah, ils entendent mal, ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pardon. Bon. Leur présence nous délivre de l'homme pressé qui va vite. C'est moins bien? Ou alors, ah oui, je parle sans... Ah, il faut pour le micro. Bon, alors je vais essayer. Je vais parler moins fort, mais plus près. Leur présence nous délivre. Leur présence nous délivre de l'homme pressé qui va vite, très vite, cette comète humaine que chantait Noir Désir, qui traverse la modernité et s'oublie résolument dans son extase. Les oisifs, eux, ont fait le choix de la lenteur et de l'attention. Plutôt que de subir, impuissants, le rythme de leur vie, ils en sont les souverains et les cochers tranquilles et confiants. Et c'est ainsi, cher Pascal, que ces remarques déversent naturellement leurs questions. Pourquoi ces séduisants oisifs, ces fainéants du soleil, sont-ils si différents de nos hommes aux pantoufles en pyjama? Pourquoi l'homme contemporain, condamné au confinement comme mode d'être, est-il aux antipodes des désoccupés d'Italie ou des mendiants orientaux? En quoi notre léthargie est-elle si étrangère à leur flânerie? Pourquoi sommes-nous lymphatique, inerte, quand eux renvoient de telles impressions de vivacité et de présence au monde? C'est à cela que je réfléchissais en lisant Bruckner à Istanbul. Pourquoi notre paresse est-elle un enfermement et la leur une ouverture? Pourquoi notre paresse est-elle verrouillée et la leur ouverte à tous les vents des hasards et des rencontres? À ces questions que je vous livre, je ne puis répondre que par des intuitions. Il me semble que ce sacre des pantoufles offre un tableau supplémentaire, Michel a dit tout à l'heure, à la fresque de l'homme contemporain que peint Pascal depuis des décennies. Après l'homme infantile et capricieux de l'euphorie perpétuelle et de la tentation de l'innocence, après l'homme victimaire des sanglots de l'homme blanc et de la tyrannie de la pénitence, après l'homme rassasié des misères de la prospérité, c'est l'homme forclos, hébété, au stade terminal de son évolution, ratatiné dans sa toute-puissance devenue une impuissance douillette, sécuritaire, qui achève le processus. Je ne saurais vous expliquer pourquoi nous avons suivi ce chemin plutôt qu'un autre, mais la lecture miroir de Khosri donne quelques clés de compréhension. Peut-être avons-nous, sur la route de notre évolution, certains diraient de notre progrès, abandonné le goût de l'oisiveté et de l'attention, ces vertus si simples et complexes qui garantissent la présence au monde. Notre culture pressée, expéditive et nos consciences dissipées ont déserté les champs de la lenteur, de la patience, de la vacance, de la paresse heureuse, du silence, ces moments si pleins de vie, de beauté et d'intensité. D'ailleurs, Pascal Quignard parlait même de la civilisation du silence. J'arrive presque à la conclusion. Mais ces évidences sont oubliées. L'homme pantouflard n'est pas seulement indifférent à tout ce qui n'est pas lui, il souhaite lui-même se soustraire, se réduire à un noyau autour duquel gravite l'immensité du monde, les ondes, les livreurs, les calls Zoom, les œuvres culturelles, les plats préparés,
tout à domicile. Face au réductionnisme narcissique et apathique de l'homme pantouflard, les mendiants et les désoccupés apparaissent finalement comme de véritables figures de la jouissance, de la joie, avides de conversation et de cigarettes partagées, curieux, gourmands, rieurs, généreux et plein d'audace ou d'un sentiment d'aventure. L'homme sorti du confinement s'est trouvé flatté dans sa veulerie, dans ses rêves sécuritaires et dans son renoncement au monde, c'est le sous-titre de l'essai de Pascal. Une question pour lui de ressortir, le monde est devenu trop dangereux. Pour cela, dans ses charentaises et son survêtement, il ressemble à la description que Julien Gracq faisait de la vieillesse. Je cite, une toute petite phrase qui est magnifique, « La vieillesse est certes raccourcissement de la perspective temporelle, mais aussi spatialement du rayon de la sphère d'intervention normale, repli graduel vers les frontières resserrées, vers l'espace exigu, concentré de l'œuf initial. » Quelques mots de conclusion. La différence entre ces deux inerties, la positive et la négative, tient peut-être finalement entre un je ne sais quoi et un rien du tout. Un héritage culturel, une façon différente d'habiter le temps et le silence, peut-être une simple relation différence au platane et au soleil. Je vous remercie. Merci. C'est Ulysse. Tu veux répondre aux questions qui... Difficile d'improviser sur un texte écrit. Je pense que oui, il y a plusieurs formes de loisirs. Il y a le loisir aristocratique où l'on étale sa paresse avec ostentation pour prouver qu'on n'appartient pas au monde des bourgeois ou des laborieux. Il y a le loisir studieux des anciens. Et je pense que le loisir des mandants et orgueilleux de Causerie, c'est celui des pays méditerranéens. C'est un des pays où il fait beau pratiquement toute l'année, où la pluie est rare, le froid également. Et donc, les gens restent dehors tout le temps et jouent aux cartes, au domino, au backgammon, enfin, toutes sortes de jeux et laissent filer le temps d'ailleurs comme une sorte de forme d'éternité. Effectivement, ce n'est pas ça l'homme des pantoufles, c'est un peu différent. Mais comme le disait dans la citation de Julien Gracq, c'est le rétrécissement autour de l'œuf. Nous redevenons des créatures de l'œuf et nous recréons notre œuf originaire chez nous. Et voilà, sous la couette, entre bouillotte et bouilloire, nous attendons la prochaine série. Voilà, nous nous délectons de spectacles effrayants sur les écrans, tout simplement pour nous interdire de vivre quoi que ce soit de fort à l'intérieur. Mais voilà, c'est une tendance. Hein. Je ne décris pas un état de fait, je décris une tendance qui est majoritaire, mais qui a été, par exemple, qui peut être contredite aussi par l'histoire immédiate, c'est-à-dire que depuis un an, depuis l'invasion d'Ukraine, le 24 février de l'année dernière, tout le monde était sûr, et moi le premier, que les Européens allaient se coucher, que l'Ukraine allait être vaincue et que nous allions subir la tutelle d'un nouveau maître venu de l'Est. Et en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé, ce qui prouve donc bien que la pantoufle n'empêche pas parfois de chausser ses chaussures et de sortir dehors. L'Europe résiste d'une façon ou d'une autre. Il y a des doutes, mais enfin, elle ne s'est pas couchée, ce qui montre bien que le goût de la liberté n'est pas tout à fait éteint et qu'au fond, les peintures très pessimistes que donnent de nos sociétés les Zemmour, les Houellebecq et les Onfray sont des peintures partielles parce que les gens ont encore en eux des facultés de résistance à l'intolérable ou à la privation de liberté et des facultés de solidarité. Mais il n'empêche que l'enfermement volontaire il existe, il est incontestable. Et on voit bien dans la baisse de fréquentation des cinémas, qui est vrai, dans la chute du tourisme lointain. J'étais il y a un mois en Asie, il y a extrêmement peu de touristes. Les touristes ne reviennent plus. Là aussi, dans la baisse de fréquentation des théâtres, sauf certaines salles ou certaines figures très connues qui attirent encore du monde, du spectacle vivant, c'est-à-dire qu'effectivement,
puisque tout vient chez nous, le besoin de sortir devient moins puissant. Et puis, alors le cinéma est un bon exemple parce que voilà, on paye assez cher, on sort dans le froid pour être assis à côté d'inconnus dont la compagnie ne nous est pas forcément agréable et on n'est pas toujours garanti du résultat, alors que sur son écran, on clique et on passe à un autre film. Ouais, voilà, la commodité vient en contradiction avec la curiosité. Et ça me paraît difficilement contestable. Donc, voilà l'état des lieux, qui n'est pas désespéré, mais qui n'est pas non plus tout à fait exaltant. Voilà. Alors, pour conforter un petit peu ton optimisme politique, l'Europe commence même à accepter de prendre conscience du danger de l'Iran. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Non, je disais que pour conforter le besoin d'optimisme politique de Pascal, l'Europe, non seulement, effectivement, ne s'est pas couchée devant la Russie, mais commence à prendre conscience du danger de l'Iran. C'est quand même tout nouveau. Voilà. Je voudrais reprendre deux choses que tu as dites et que tu as dites aussi. D'abord, j'aurais pas osé le... Voilà. J'aurais pas osé introduire le concept de narcissisme parce que j'avais peur que ça fasse un peu comme ça, mais tu l'as employé. Et je trouve que c'est comme dans cette histoire, c'est quand même très important parce que Pascal, tu parlais de l'homme diminué, mais l'homme diminué, il ne se sent pas diminué devant les écrans, justement, devant le digital. C'est-à-dire, il a l'impression, il conserve son narcissisme parce qu'au fond, il ne prend pas de risque, il est le risque du monde, le risque de la rencontre, le risque de l'échec, etc. Mais derrière ces écrans, il a l'impression d'être tout puissant, c'est-à-dire qu'il a toutes les informations, il a l'impression d'avoir toutes les informations à la seconde près. Hein. Il peut les choisir, il peut choisir donc sa réalité hein, qui lui convient, etc. Donc il y a quand même un renforcement d'une toute-puissance qui montre effectivement une faille narcissique importante dans cette histoire. Et puis il y a la question du temps. Tu parlais des séries aussi. Au fond, bah, on est tous addicts à certaines séries, hein. Mais c'est une addiction aussi, c'est-à-dire que quand on regarde des séries et qu'on choisit aussi, au fond, il n'y a pas de fin. En tout cas, on peut imaginer qu'il n'y aura jamais de fin. Donc le temps est aboli. Hein. Il y a toujours une saison, puis il y en aura une autre, etc. Enfin, on est maître un petit peu des choses. Et là aussi, ça va dans le sens d'une sorte de renforcement comme ça, narcissique. Et ça renvoie un petit peu à ta question sur la différence entre ceux qui sont au café ensemble et puis nos pantouflards. C'est-à-dire, au fond, ceux qui sont ensemble, qui jouent à la belote, etc., dont je ne suis pas vraiment, au fond, ils acceptent le temps qui passe. Ils jouissent même du temps qui passe. C'est-à-dire, ils ont intégré la représentation du temps. Alors que nous, effectivement, on est dans ce temps immédiat, dans cette jouissance immédiate, qui nie effectivement ce temps, qui nie la mortalité, la représentation de la mort plutôt, ce que tu as évoqué dans ton livre sur la longévité. Hein. Donc je crois que la question du narcissisme est quand même très importante dans cette histoire, y compris d'ailleurs dans le rejet de la sexualité ou dans l'annihilement de la sexualité. Je veux dire, beaucoup d'adolescents, probablement d'adultes aussi, regardent des films porno plus qu'ils ont des relations sexuelles, qu'ils cherchent à avoir des relations avec une autre. Et chez les adolescents, c'est assez catastrophique. Hein, c'est assez catastrophique. Je veux dire, cette addiction au porno, on est dans la virtualité, on est en dehors de la pratique. Ça renvoie aussi à l'indifférenciation, c'est-à-dire ces identifications aux uns et aux autres de façon indifférenciée. Il n'y a pas vraiment de sexualité dans leur vie, hein, pour beaucoup en tout cas. Enfin, c'est ce qu'on rencontre dans la clinique en tout cas. Non, enfin, moi je voulais surtout préciser que j'ai écouté évidemment toutes les interviews qu'avait donné Pascal à la sortie de son livre. Et ce qui m'a donné l'idée de lancer cette conversation, parce que je suis une groupie, donc ce qui m'a donné l'idée de lancer cette conversation aussi, un point E groupie. Cette conversation sur l'oisiveté, c'est qu'on oppose toujours à l'oisiveté le dynamisme. Et c'est d'ailleurs la conclusion dans Oblomov. Ceux qui l'ont lu, vous vous souvenez que Oblomov est donc prisonnier malgré lui de sa léthargie comme une fatalité. Il tombe amoureux de la belle Olga. D'un coup, il y a un souffle dynamique qui le prend. Il pense qu'il va sortir de ça, et puis finalement, il est rattrapé par ses bas instincts, et il redevient léthargique. Et qui lui vole l'Olga? Son meilleur ami Stolz, l'Allemand, qui est un Allemand dont aujourd'hui on pourrait dire l'Américain, qui est vraiment l'homme dynamique par excellence, et il embarque Olga.
Ils partent, ils construisent une maison et à la fin du livre, Oblomov vient voir ses amis et il garde sa robe de chambre et il les voit comme ça dans leur bonheur dynamique. Et donc, je me suis juste dit, bon, alors en effet, sauf que dans ma génération, enfin pour ma génération, je suis baigné aussi de discours dynamiques, américanisés, fonder sa start-up très tôt, fonder sa communauté sur les réseaux. Et donc, c'est drôle parce que dans l'essai de Pascal, à la fin, Pascal se change presque en coach, parce que tu nous donnes des conseils pour sortir de la léthargie. Alors, il faut ranger ses affaires, il faut sortir marcher spontanément. Et c'est en fait une manière d'aborder la question, mais c'est comme ça que moi, on m'a éduqué, justement. C'est sur ces principes de dynamisme permanent. Et au contraire, je trouve un soulagement dans une forme d'oisiveté sublimée. Alors, mais en effet, il y a les deux types d'oisiveté. Il y a l'oisiveté redoutable dont parle Pascal, qu'on sent, qu'on observe de plus en plus et qui a été exaltée par le Covid. Et il y a une autre oisiveté qu'il faut peut-être assez cultiver, qui fait aussi peut-être partie des proportions gardées de la vie intellectuelle. Enfin, il y a des choses comme ça. Je pense qu'il faut aussi, ouais, je pense qu'il faut quand même aussi garder l'art de la flânerie et de la paresse tant qu'elle est productive. Et en fait, je dirais juste une dernière chose, c'est que pour conclure, ensuite on ne parle plus de ce texte et on aborde les vrais sujets de Pascal, mais c'est que peut-être la différence, comme tu disais, c'est la question du soleil. C'est-à-dire que ces flâneurs orientaux ou italiens, méditerranéens, il y en a d'autres dans d'autres cultures, sont des flâneurs en plein air, au soleil. Et nous, notre enfermement, il est intérieur. Et je pense que la différence est essentielle. Parce que quelqu'un qui aujourd'hui flânerait dans le café, lirait, discuterait avec ses voisins à Paris, bon, bah, il n'est pas pris par le syndrome de la pantoufle. Voilà, c'est quelques pistes. Oui, bah, effectivement, je pense que la différence entre la culture américaine et l'Europe, c'est que, comme disait George Steiner, l'Europe, c'est la civilisation des cafés que l'on retrouve partout, du sud au nord, de la France aux frontières de la Russie, même à Moscou, il y a des cafés, quand la Russie était encore une partie du continent européen. Il y avait et il y a des chauves-terrasses, oui, mais il y en a encore, elles sont revenues finalement, elles n'ont pas suivi les conseils de nos amis écologistes, enfin pas partout, mais oui, le café, effectivement, c'est l'endroit où on peut perdre du temps, parler avec des inconnus, s'ouvrir, et ça n'est pas du tout le contexte du recroquevillement dans le chez-soi. Mais alors, dans les choses qui ont disparu après la pandémie, c'est vrai que si le cinéma, le théâtre et le spectacle vivant sont en crise, par contre, les cafés restent pleins, les restaurants aussi. C'est-à-dire que les gens préfèrent sacrifier leur argent, ne pas aller voir des films, mais plutôt socialiser avec les autres. Donc, encore une fois, c'est une question assez délicate, hein. Mais en tout cas, il y a une pathologie du tongs et du survêtement que l'on voit parfaitement, qu'on voit très bien l'été ou même l'hiver, les gens qui font leurs courses en chaussettes ou en… mais là aussi, c'est un phénomène qui a été très bien illustré aux États-Unis par cet artiste qu'on a oublié qui s'appelle Van Hanson. Il a été imité par beaucoup de gens aujourd'hui. Van Hanson, c'était un plasticien des années 70-80 qui faisait des statues en cire. Et l'œuvre la plus célèbre, c'est la Supermarket Lady. Donc, c'est une femme en bigoudi qui pousse un chariot plein de cochonneries et elle est en chaussons. Et effectivement, parce qu'elle considère qu'il n'y a pas de différence entre l'espace public et l'espace privé. Au fond, le supermarché, c'est la suite de son chez-soi, de sa maison, dans un monde en Amérique où il n'y a pas d'espace urbain. Bon, on cite toujours New York, Los Angeles, San Francisco, qui sont des exceptions, mais la plupart de l'espace américain se fait en voiture. Et donc, c'est dans le mall qu'on rencontre les gens. C'est pareil au Québec, c'est pareil au Canada. C'est dans le mall que se font toutes les activités sociales. Mais se promener dans la rue, s'asseoir sur un banc, et plus exceptionnel, en tout cas aux États-Unis, on peut même vous arrêter si vous vous promenez sur ces immenses avenues, la police s'arrête et vous demande si tout va bien et vous regarde, elle peut vous arrêter éventuellement. Et donc, c'est une autre expérience
de l'échange entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Et effectivement, la rencontre dans le monde nord-américain est une rencontre plus codée. C'est les parties où c'est les bars de célibataires où on ne va que pour croiser éventuellement un partenaire. Et évidemment, le charme des villes européennes et de Paris, encore, malgré tout, c'est l'inopinée, c'est la rencontre avec l'inconnu, c'est les gens qui se regardent, qui se sourient, c'est les cafés où on peut croiser des fous ou des génies. Ça dépend des jours. Et donc, on peut lire pendant des heures où l'on voit encore des gens qui notent fiévreusement sur des cahiers des phrases promises de l'immortalité. Enfin bon, ouais, c'est le charme de la ville. Mais donc, donc voilà, simplement, je réponds à ta question. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans la salle ou au Zoom peut-être aussi? Thibaut, toi, tu voulais dire quelque chose? Merci. Alors, j'ai essayé d'articuler deux, trois choses. Je te remercie, Pascal, parce qu'en te lisant, je suis retourné dans mon dictionnaire, j'ai réappris des mots dans une langue magnifique, vivante. Vraiment, c'est un grand plaisir de lecture. Je me dis que il y a un élément qui complète la pantoufle, c'est l'écran. On en a un peu parlé. Et je vais en parler pour parler de quelque chose qui pourra rejoindre ce que disait Ulysse. C'est la question du rêve. Et en parallèle à ce séminaire, dans le groupe d'études qu'on a créé, on travaille sur l'interprétation du rêve. Et on a évoqué cette question-là. L'écran et tout ce qui se construit du monde aujourd'hui, c'est comme un monde de rêve, c'est-à-dire je peux avoir tout ce que je désire. Sauf que c'est un monde où il n'y a plus de rêve, d'une certaine façon. Et j'entends le rêve comme ce à quoi répondent les adolescents quand je leur pose la question « Quels sont tes rêves ?» Ça oscille entre « Qu'est-ce que je ferai plus tard ? Qu'est-ce que je serai plus tard ?» et aussi « Qu'est-ce que je rêve la nuit ? De quoi je rêve ?» Et c'est cette dimension-là qui me semble être menacée. Je ne dirais pas disparaître, mais être menacée pour garder un peu de ton optimisme. Et le rêve, c'est à la fois cette activité créatrice de la nuit, où se met en travail le passé avec le futur, avec l'axe du désir, et cette invention de cet étranger en moi qui va me mettre au travail, etc. Et voilà, je trouvais que dans ce monde des pantoufles que tu décris, avec la question de l'écran, qui ressemble, enfin qui produit quelque chose qui ressemble au rêve, au sens où l'écran, ça nous fait sentir quelque chose, comme le rêve nous fait sentir quelque chose, nous fait être un sentiment d'être, mais sauf que c'est pas un rêve qui travaille ni qui crée. C'est une espèce de rêve, de pseudo-rêve qui se consomme. Voilà, je pense que Micha aussi aurait des choses à dire sur la disparition du rêve et du rêveur dans le travail. Bon, ben, alors, je ne sais pas si je peux répondre directement, mais dans le livre, il y a un chapitre sur le lit, justement l'importance prise par le lit et par les grandes inventions qui ont quand même bouleversé notre modernité, le matelas, dans le matelas à ressort, qui, je ne sais pas qui l'a inventé, je crois que c'est un Écossais au XVIIIe siècle, mais qui a été une révolution, puisque quand même nos ancêtres dormaient sur des paillasses, c'était la paille, et même les nobles avaient des maisons assez insalubres et froides, où seul le feu de cheminée permettait l'hiver de réchauffer les salles immenses. Et dans la deuxième dimension d'amélioration du sommeil, c'était le futon fait par les Asiatiques. Mais enfin, évidemment, le rêve a toujours fasciné nos ancêtres. Il y a un très beau livre d'Ismaël Kadare qui s'appelle « Le Palais des rêves ». Ismaël Kadare est un écrivain albanais qui a beaucoup écrit sur la rencontre entre l'Empire ottoman et le régime communiste. Bon, à mon avis, c'est un écrivain nobélisable parce que son œuvre est immense. Il puise beaucoup dans les mythes grecs pour décrire les situations. Malheureusement, il a été trop proche du dirigeant communiste Enver Hoxha, et ça lui vaudra, à mon avis, de ne jamais avoir le prix Nobel.
Mais donc, il a écrit un livre qui s'appelle Le Palais des Rêves, et c'est en plein Empire ottoman, dans le sultanat d'Albanie. Un jeune homme est convoqué au Palais des Rêves, et le Palais des Rêves, c'est un immense bâtiment qui ressemblait beaucoup à une sorte de bureaucratie communiste, où tous les jours, on apporte aux déchiffreurs les rêves de tous les sujets de l'Empire. Et, et donc, il y a une hiérarchie entre les différents interprètes. Et lui, il est d'emblée, il se hisse au sommet. Et là, on doit déchiffrer dans les rêves des sujets s'il y a des sujets, s'il y a des mécontentements, s'il y a des risques de révolte, ou si au contraire, le sultan ou le vizir, je ne sais pas exactement, risque d'être tué par une maladie, ou si l'Empire risque d'être envahi par un ennemi. Et donc, évidemment, ce palais des rêves est une très belle métaphore de la nuit, puisque les rêves sont vus comme des anticipations de l'histoire à venir. Et donc, c'est assez magnifique. Et alors aussi, pour te répondre, Thibaut, je pense qu'une des conséquences de l'écran, qui n'est pas assez, dont on n'a pas encore parlé, c'est la généralisation de la station assise. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Ulysse, il a été élevé dans une vision dynamique de l'existence américaine. Et c'est vrai que plus on nous prêche le dynamisme, le sport, l'amaigrissement, la course à pied, plus nos appareils nous invitent à nous allonger, à nous coucher. Et, et ça avait été très bien anticipé dans les années 70 par deux bandes dessinées. D'abord Cabu, qui est mort, vous le savez, en 2015 sous le coup des djihadistes à Charlie Hebdo. Mais Cabu avait inventé le personnage du Grand Duduche, qui était donc cet adolescent éternel, courbé parce que sa croissance ne lui avait pas permis de parer à la station debout. Et donc, il était maladroit et son grand corps faisait qu'il cognait tout et qu'il n'arrivait jamais à véritablement regarder ses interlocuteurs en face. Et puis l'autre bande dessinée, c'était Claire Bretéché, avec ses avachis de gauche qui, dans leur fauteuil, avec un drink à la main, commentaient dans le Luberon, en Ardèche ou à Deauville, les déboires de la Révolution qui n'arriveraient plus jamais et qui étaient eux aussi affaissés. Et en fait, cet affaissement, on le voit dans des phénomènes physiques très simples, c'est l'explosion de l'obésité au niveau mondial. Alors, l'obésité a d'abord touché les États-Unis, qui est un pays où, effectivement, globalement, la nourriture est assez mauvaise, sauf si on fait l'effort d'acheter des produits extrêmement chers sur les marchés organiques. Vous allez dans des restaurants qui ne sont pas ceux qui servent des hamburgers, des pizzas, des soft drinks, ou des poulets du colonel Kentucky, le KFC, Kentucky Fried Chicken. Donc, ils sont donc l'alimentation des classes populaires, c'est-à-dire qui sont la cause directe du surpoids. Mais ce surpoids, il est en train d'arriver partout, puisque dans les pays pauvres, notamment dans les classes les plus élevées, on voit qu'il y a une conjonction tout à fait mortifère entre une alimentation classique très riche en sucre, puisque les gens avaient peu de protéines, et une alimentation continentale, occidentale, riche en graisse et en sucre et en viande, qui fait que dans les pays du Golfe, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Inde et même en Chine, on voit beaucoup d'enfants de la bourgeoisie qui sont déjà surgonflés et qui donc sont menacés par les deux grandes maladies du siècle, l'hypertension et le diabète, hein, et le cholestérol et le diabète qui vont exercer de véritables ravages. Et c'est intéressant de voir que là aussi, la réalité virtuelle célébrait le métavers qui, pour l'instant, est un échec, en tout cas pour Zuckerberg. Le métavers, l'idée que nous allons pouvoir nous plonger dans des univers illimités et en quelque sorte échapper à notre petit monde étroit, et là aussi un facteur d'immobilité, hein,
D'ailleurs, tout aujourd'hui nous convie à l'immobilité. Hein, et quand on vous dit à la suite d'un mouvement social, bon, votre métro n'arrivera pas, votre train est en retard, ça veut dire que le mouvement de quelques-uns suppose l'immobilisme de la majorité. Enfin bon, ça c'était juste une petite parenthèse, mais l'immobilité des jeunes gens qui regardent leur écran, qui chaussent des lunettes virtuelles, a donné cette pathologie très fréquente en Asie et au Japon des hikikomori, c'est donc ces jeunes garçons qui, à partir de 10-12 ans, sont rivés sur leur écran avec des écouteurs, ne sortent plus de leur chambre, sont blancs comme des linges parce qu'ils ne prennent jamais le soleil et à qui on glisse des plateaux repas sous la table et ils sont devenus les créatures de l'écran. Le monde extérieur n'est plus qu'un résidu. Le monde physique, voilà, leur corps physique est en fait une anomalie, ils ne sont qu'un cerveau qui capte des images, des aventures, des jeux vidéo, des applications. Mais là encore, du point de vue anthropologique, c'est la victoire de l'assise, ou en tout cas de l'homme allongé, couché. Il y avait un film qui avait très bien anticipé ça, c'était Wall.i en 2008, qui était une fable écologique, pas mal faite d'ailleurs. Donc la planète Terre est dévastée. On est obligé d'expatrier toute l'humanité sur une planète de rechange en attendant que des robots nettoient la Terre encombrée d'ordures. Mais sauf que les humains qui sont expatriés ne peuvent plus bouger, ils ont trop mangé et ils sont couchés dans des espèces de fauteuils inclinés comme on en voit maintenant dans les aéroports, notamment à Roissy-Charles de Gaulle, pour se reposer. Et là, on les nourrit à la paille. Et ils sont tous évidemment beaucoup trop gros. Et je pense que leur reproduction doit poser problème parce que ils n'y pensent pas trop. Et donc, ils sont biberonnés au jour le jour. Et c'est un peu ça le risque qui guette évidemment une jeunesse qui aurait oublié le. Oui. Tu veux répondre? Attends, je veux te poser une question. Est-ce que tu fais par là une critique de la psychanalyse où il y a toujours quelqu'un qui est assis et l'autre qui est toujours allongé? Là, je te surprends. Oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Enfin, l'allongé finit par se lever. Sinon, ça lui coûte très cher. Voilà, il est là pour être debout après. Ouais. Oui, on va vous passer la parole. Evelyne Chauvet, je crois, qui veut intervenir. Alors, je ne sais pas si mon micro marche. Mon micro marche, oui ou pas? Vous m'entendez? Je ne sais On pas. vous entend parfaitement. Bon, d'accord. Alors, j'ai trouvé intéressant. D'abord, je vous remercie beaucoup parce que j'ai trouvé votre exposé extrêmement passionnant et d'autant plus qu'il est le reflet, en quelque sorte, du monde, dans le monde actuel, de phénomènes psychiques profonds. Et c'est de ça dont je voudrais parler. Alors, juste pour associer sur ce que vient de dire Micha, effectivement, en psychanalyse, on interdit en quelque sorte la mobilité puisqu'on est allongé, c'est-à-dire que l'inhibition de la motricité est un facteur qui permet de penser. Or, ce que vous décrivez, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où justement on ne pense plus et on s'économise de l'angoisse essentiellement. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le début de votre exposé en particulier, hein, l'ensemble, mais en particulier, j'ai accroché sur le monde du dedans. Et c'est une formulation qui me semble extrêmement forte parce que le monde du dedans ne peut pas se passer du monde du dehors. Et alors, dans ce monde actuel, le monde du dehors est l'ennemi absolu. Et alors, ce que vous avez appelé, bon, alors, je ne sais plus très bien votre expression, mais enfin, les anti-tout, hein, c'est en fait, on peut aussi le transcrire en phénomène phobique. C'est une solution phobique d'une certaine manière. Il y a une maladie qui, je ne sais plus très bien le nom savant, mais qui est, par exemple, la phobie des microbes. Ça veut dire qu'effectivement, on voit des dangers absolument partout. Et on les voit de manière tellement démesurée qu'on prend des précautions psychiques qui deviennent des symptômes. Et là,
on met en acte, au fond, un monde extérieur totalement dangereux, contre lequel il faut se protéger dans un repli. Et je trouve que l'effacement de l'autre, alors qui est une menace, c'est une figuration extrêmement forte de ce qu'est l'autre pour le premier mois, le mois des débuts de la vie. L'autre, c'est l'étranger, c'est le menaçant, c'est le haï. Et on a l'impression que là, autrui et l'autre, hein, on a l'impression qu'effectivement, la société actuelle, avec ses mouvements de tous les côtés d'interdits, etc., revient à favoriser les mouvements phobiques au profit d'un univers qui a l'illusion que l'individu peut faire l'économie de l'angoisse. Alors bon, on peut développer ça très longuement, mais enfin, je voulais juste faire cette remarque-là un peu générale. Non, je suis d'accord. Bon, Pascal dit qu'il est d'accord. Moi, je vais bien répondre, mais juste à une toute petite remarque. Ensuite, je réponds à, comment vous vous appelez, à Evelyne. Juste une petite remarque sur ce que disait Pascal avec les sodas et le sucre. Ce qu'il y a de formidable dans le diagnostic du Sacre des pantoufles, c'est que ça aborde tous les thèmes possibles de discussion. C'est-à-dire qu'on peut parler des relations hommes-femmes, on peut parler du voyage et du tourisme, et on peut parler de sujets beaucoup plus mineurs en apparence, mais qui sont symptomatique de ce phénomène. Et je trouve que le thème du sucre c'est un thème qui me passionne parce que le sucre, c'est la facilité, c'est ce que l'enfant peut déguster immédiatement sans complexité. Et le salé, c'est ce qui demande une éducation au goût. C'était Natacha Polony, notre grande copine, qui disait ça et qui disait le salé, c'est l'initiation. C'est pour ça que l'enfant n'aime pas les huîtres immédiatement. Et donc, ce règne du sucré, c'est le règne de la facilité. Bon, et elle faisait toute une espèce d'analyse de la modernité sucrée et simplifiée. Et Debré, lui, Régis Debré, faisait une analyse de la différence entre la voiture manuelle qui demande une complexité, qui est un peu l'équivalent du salé, et la voiture automatique. Il suffit de pousser et d'appuyer à la pédale d'accélération et à la pédale de ralentissement. Et c'était l'équivalent du sucre. C'est que tout est facile et immédiat. Bon, petite césure. Juste pour répondre à cette question, il y a quelque chose qui me frappe et qui est un des sujets de discussion essentiels avec mes amis ces temps-ci, c'est l'extension inouïe de la notion de violence. C'est quelque chose, moi je suis à Normal Sup en doctorat, depuis le début de mes années universitaires, je constate le déploiement de sujets de réflexion, de sujets de mémoire, de thèses, de conférences, de journées d'études sur la violence. Alors, pour ma jeune génération, tout est violence. Tout est violent. Le langage est violence, le désir est violence, le cours magistral est violence. Au même titre que déjà, autrefois, on disait la langue est fasciste parce qu'elle est normative. Maintenant, la langue est violente alors parce qu'elle est normative également. Enfin bref. Donc, c'est fou parce qu'on constate finalement des jeunes créatures qui ont entre 18 et 25 ans, c'est-à-dire mon âge, et je ne vais pas d'ailleurs me sortir du lot parce que moi, j'ai peur des mouches, donc en quelque sorte, vous voyez, c'est une espèce de chose. Il va falloir que je. Voilà. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez symptomatique et étrange à avoir de la violence partout. Et mon frère est là, et mon frère, on a été éduqués selon un principe fondamental par notre père, c'était, mon vieux, un peu de force morale, un peu de courage, un peu de tenue, un peu de retenue, voilà, un peu de résistance. Et ça me semble être quelque chose d'assez essentiel, parce que cette jeune génération relativement primitive, et qui voit de la violence partout, et de l'adversité partout, et qui va se calfeutrer dans des safe places, ce que Pascal appelle le bullisme, on va se mettre dans sa petite bulle tous ensemble, on va rester dans nos safe place, c'est quelque chose d'assez inquiétant, et il me semble que c'est que le début, puisqu'il manque 16, 17, 18 ans, mais je veux dire, comment on va faire ensuite pour avoir des relations avec eux s'ils sont toujours apeurés, quoi, voilà, fragiles, apeurés, et dans des situations d'agression constante. Bonjour, je m'appelle Nicole Kakoana, je suis psychanalyste. Alors, il y a une chose qui me frappe, et ça rejoint aussi ce que dit Evelyne Chauvet, c'est la notion d'insécurité qui est très récente,
et là je réponds aussi peut-être à la violence, il y a quelque chose d'insécure qui est vécu depuis à peu près 5, 6, 7 ans maximum, et que l'on voit dans nos cabinets apparaître d'une façon très différente. Ce n'est pas du tout les mêmes patients que nous avions il y a 10 ans. L'insécurité venue du fait que des choses ont manqué dans les supermarchés récemment, notamment depuis la guerre en Ukraine, le beurre, l'huile, la moutarde, des phénomènes qui ont inquiété beaucoup les gens, qui ont donné une sensation que les choses n'étaient pas si données que ça, et que s'installer dans une oisivité risquait d'être encore pire que ce qui est ressenti. Et cette insécurité, elle est également visible lorsqu'il y a eu les pénuries de médicaments, par exemple, paracétamol, amoxicilline. Et moi, je ressens en tout cas très fort cette espèce d'insécurité qui fait que les gens sont accros à leur portable pour vérifier effectivement certaines choses, à tel point que les rêves sont racontés maintenant à travers les notes qu'ils ont prises sur les portables. Ils n'hésitent pas à prendre le portable pour raconter, pour lire les notes en pleine séance. Ça devient quelque chose de fréquent, mais ça, c'est encore autre chose. Mais cette notion d'insécurité qui génère peut-être la violence, ou une forme en tout cas de violence, moi, je la perçois très fort. Je voudrais savoir si vous la ressentez. Et elle est récente. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait imaginé il y a quelques années de devoir manquer de choses essentielles. Oui, alors, je pense que c'est une réaction d'un pays riche et qui aime bien se décrire comme au bord de l'abîme. Ça, c'est une réaction typiquement française. Nous le vivons ces jours-ci. Alors, pour ce qui est des pénuries alimentaires, là, je serais peut-être plus nuancé parce que je me souviens que mes parents, chaque fois qu'il y avait une guerre à l'étranger, ils achetaient des kilos de patates, des pâtes, peut-être parce qu'eux-mêmes avaient vécu la guerre et que donc ils avaient eu faim. Et donc, ils se disaient que les années noires allaient revenir et le coffre était rempli de cochonneries qu'on oubliait évidemment. Mais là, effectivement, c'est curieux pour les générations plus jeunes puisqu'il y a eu quelques pénuries, mais globalement, quand même, l'approvisionnement s'est fait. Mais il y a eu des domaines notamment dans l'édition, le papier, l'année dernière, le papier était en manque. Et donc, beaucoup de livres ont été repoussés, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas les imprimer. Ce qui est curieux, c'est l'inaptitude au manque, l'inaptitude à vivre un manque ou tout simplement un manque provisoire, non pas le manque définitif. Donc, on ne va pas vivre dans des supermarchés vides comme à l'époque du communisme, où les gens faisaient la queue pour acheter un quart de saucisse pendant des heures. Mais il y a toujours ce spectre de la rareté, et que tout d'un coup, ce que nous avions à notre disposition finit par disparaître. Mais on est dans des sociétés extrêmement fragiles psychologiquement, puisqu'au moindre choc, nous pensons que c'est la fin du monde qui arrive. Et ce que disait tout à l'heure Evelyne et Ulysse, oui, nous vivons dans les jeunes générations, sont des générations facilement offusquées. Et donc, un mot de travers, une blague qui est peut-être un peu maladroite est immédiatement vécue comme une agression. Et les gens se retirent parce qu'ils se vivent comme des îles menacées par un ouragan de violence de l'extérieur. Et évidemment, ce qu'on n'apprend plus tellement, c'est l'idée de résister à l'adversité. C'est l'idée d'effort aussi. L'effort physique est aujourd'hui banni, ce qui explique pourquoi un certain nombre de travaux difficiles sont abandonnés par les Français et sont laissés aux étrangers. Je pense si vous allez dans les restaurants de notre quartier ou de tous les quartiers de Paris, si vous allez dans les cuisines, elles sont majoritairement peuplées de Philippins, de Sri Lankais, de Pakistanais. Et je ne vois pas les jeunes Français qui cherchent du sens, entre guillemets, dans leur travail, prêts à aller faire la plonge. C'est pareil dans le BTP, c'est pareil dans les voiries. Si vous levez tôt le matin et que vous regardez les gens qui nettoient nos rues, ce ne sont pas des jeunes étudiants de gauche, bobos, non, ce sont des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne majoritairement. Donc, il y a cette idée que finalement, la vie est un combat tellement difficile qu'au fond, on ne prend jamais assez de précautions pour l'aborder et qu'il faut vraiment
s'entourer de 1000 cloisons qui filtrent la violence du monde. Et alors, comment dire, la création des safe space aux États-Unis, dont parlait tout à l'heure Ulysse, c'est intéressant parce que justement, quand Trump est arrivé au pouvoir, le lendemain de son élection, il paraît que les universités ont été absolument submergées d'étudiants qui allaient dans des safe space. Alors, c'est les femmes avec les femmes, les gays avec les gays, les lesbiennes avec les lesbiennes, les noirs avec les noirs, les latinos avec les latinos, les asiatiques avec les asiatiques, les blancs avec les blancs, et chacun dans cette bulle pour amortir l'affreuse nouvelle de l'élection de Donald Trump. Et on peut, sur les campus, évidemment, continuer à aller se protéger des atteintes d'autrui dans sa bulle. On ne rencontre que des gens proches de chez soi. Et c'est aussi une des mésaventures d'Internet, c'est qu'on a dit que c'était un forum planétaire avec lequel nous allions pouvoir discuter avec des Inuits du nord de la Sibérie, des Samis ou des Bantous d'Afrique du Sud. Et en réalité, on voit bien qu'Internet ne fait que recréer des communautés de gens qui sont d'accord entre eux. Et puis, spontanément, on refait du tribalisme. Là aussi, hein, c'est l'univers qui se résume en tribalisme. Tu veux parler? Juste un truc. La panique de la pénurie dans les supermarchés ou les pharmacies, à mon avis, elle est aussi liée à un retour du refoulé, qui est celui du signifiant guerre. C'est-à-dire que pendant des années, on a refoulé la représentation de la guerre. Le mot même était tabou. L'employé était être fasciste. Hein. Et là, d'un seul coup, c'est revenu avec une brusquerie énorme. Parce que c'était près de… Bon, vous parlez de patients, j'ai des patients effectivement qui avaient l'impression que les chars russes allaient arriver tout de suite, hein, etc. Hein. Je crois que c'est très important, cette question de la guerre. Le terrorisme, les gens pouvaient se le représenter, hein, mais la guerre, c'était impossible. Attends, Vladi, il y a quelqu'un, Bernard Voiseau, je crois, au Zoom. Et après, avec quelqu'un au Zoom, c'est bien. Et Johan aussi. Johan ? C'est bon? Voilà, après… Écoute, monsieur. Raté. Non, mais on vous entend. Non, Est-ce qu'il est possible de parler? on vous entend. Je vous entends, monsieur. Bon, Ouais. collègue d'Evelyne, ayant travaillé dans des institutions, je voudrais aborder la question du collectif en demandant à Pascal Bruckner sa réflexion sur cette peur de la relation à l'autre différent. Il me semble que c'est la construction du langage qui permet un échange. Et est-ce que nous ne sommes pas dans une époque où on a diminué la valeur du langage communication à l'autre différent, ce qui nous ramènerait à cette position qu'on a un peu évoquée, du narcissisme parfait, où on n'a plus besoin de l'extérieur et on n'a plus rien à faire avec le différent. Or, on pourrait développer l'idée que ce qui vient de la relation, c'est la relation à l'autre. C'est bien parce que l'autre est différent que nous avons à nous poser la question de comment il nous voit et comment nous le voyons. Il faudrait développer ça plus, mais j'aimerais entendre Pascal Bruckner là-dessus. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre, mais en tout cas, dans la sphère du langage, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une police du langage qui intervient dans nos sociétés depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, il y a eu le politiquement correct qui s'est étendu des États-Unis à la France. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, je crois que c'est l'université de Yale ou d'Harvard, a émis une liste de noms à ne plus employer. Donc, Harvard, ouais. Donc, le mot infirme était interdit parce que insultant, il ne fallait plus parler non plus des morts parce que, évidemment, ça blesse. Donc, il fallait peut-être dire les gens définitivement congédiés, le mot malade, donc les handicapés. Handicapé était un mot évidemment banni parce que c'était dérogatoire. Et donc, ça participe aussi de cette espèce d'émoussement de la parole
qui ne peut plus dire le monde, tout simplement parce que si elle le dit dans sa brutalité, elle va froisser un certain nombre de gens. Donc, c'est tout à fait typique de ce qu'on a appelé outre-Atlantique la génération flocon de neige, les snowflakes, de cette génération qui est bousculée au moindre souffle. Et ça n'est pas simplement le rapport à l'autre qui est difficile dans le langage, c'est tout simplement le rapport à notre propre langage, qui est un langage multiple, truculent, comme nous le montre la littérature, mais que nous ne pouvons plus employer, qui fait que certains textes des chansons des grands chanteurs des années 60-70 seraient aujourd'hui bannis du hit parade, tout simplement parce qu'elles froissent les gens, sauf si elles viennent des minorités. Alors là, il y a une chose très drôle, mais je ne peux pas la raconter ici parce que c'est en anglais. J'ai assisté à un sketch extrêmement drôle que je vous invite à retrouver sur Internet. Donc, c'est un humoriste qui est à New York, je crois, qui dit on vit quand même dans une époque de dingue. Il dit voilà, il y a une chanson qui a été composée après la guerre et qui se passe le soir de Noël. Et cette chanson raconte l'histoire d'un foyer qui va célébrer Noël et ils se servent un verre de brandy et du bourbon et ils s'apprêtent à célébrer la fête. Et cette chanson est bannie parce que dans sa représentation de la famille et des relations amoureuses, elle est diffamatoire vis-à-vis des homosexuels, des enfants, des femmes. Donc la chanson a été bannie. Et de l'autre côté, il y a une autre chanson qui est numéro 1 du hit parade et qui en anglais s'appelle Wet Ass Pussy. Donc comment vous le dire en français Il n'ose pas. La chatte trempée, et il a récité ça en anglais avec des paroles évidemment assez crues, et il dit on est quand même un drôle de pays où on interdit une chanson qui célèbre Noël et les joies de se retrouver en famille avec les tensions inévitables, mais en revanche on se délecte d'une chanson tout simplement parce qu'elle est chantée par des chanteurs afro-américains et qu'elle magnifie la pulsion de vie des banlieues, des ghettos révoltés de l'Amérique du Nord. Donc il y a oui, il y a un appauvrissement du langage, il y a la volonté de le rectifier, de le censurer. On pourrait parler d'ailleurs dans le même ordre d'idée de l'affaire Bernard Vivès au Festival d'Angoulême. Vous savez, ce dessinateur de bande dessinée qui a été censuré et même banni, qui à mon avis ne pourra plus jamais être retravaillé. Bertrand, oui, pardon. Hein? Bastien, bon, d'accord, on va faire tout le calendrier. Enfin, oui, et alors évidemment, ce qui pointe son nez derrière tout cela, c'est le retour de la censure. C'est l'idée que les mots blessent et que cette blessure est tellement insupportable qu'il faut cesser d'employer le langage et rester dans une sorte d'univers sémantique balisé pour ne pas déchirer le psychisme fragile de nos enfants. Alors évidemment, avec ça, on ne construit pas une génération capable de se défendre, surtout en temps de guerre, surtout en temps de terrorisme. Effectivement, les réactions au terrorisme, c'est-à-dire les fleurs et les nounours, heureusement, ne se limitent pas à ce genre de gestes symboliques, de même que le livre qu'on pourrait discuter, vous n'aurez pas ma haine, ne me paraît pas être forcément la meilleure réponse aux agressions terroristes, parce que pour répondre à des gens qui veulent vous égorger, il faut quand même un minimum d'agressivité, et l'amour et l'amitié ne suffisent pas à contenir les gestes des tueurs. Bon, enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, je ne suis pas sûr d'avoir répondu tout à fait à Johan, mais en tout cas… Oui, je voulais souligner que pour que des personnes finalement restent allongées tout du long ou assis devant leurs écrans, vous avez bien précisé qu'il en fallait qu'ils livrent. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même deux sociétés qui se dessinent, celle qui travaille et celle qui, dans les voiries, la maçonnerie, etc., et les livreurs qui, eux, continuent de sortir et qui appartiennent à certaines catégories, et les autres qui restent allongés. Donc, tout le monde n'est pas allongé finalement, tout le monde n'est pas pantouflard, et certains vont continuer à avoir envie de vivre,
vont même vouloir se sortir de cette misère-là en travaillant et en continuant, et les autres non. Donc, je pense qu'il y a un différentiel là, à cet endroit-là. Et puis, sur la question de la physiologie, je voulais juste ajouter un mot. C'est intéressant parce qu'on constate dans les études que finalement, on pense mieux dans le mouvement et pas en étant assis ou allongé de manière contre-intuitive par rapport à la psychanalyse et ce qu'on a dit du divan et de la chaise, quoi. C'est assez intéressant. Donc, la question de la pensée et du mouvement est en débat, je trouve. Oui, alors là, tu abordes le problème du travail. Évidemment, on a oublié d'en parler. Il y a c'est vrai qu'il y a globalement une désaffection vis-à-vis du travail, notamment en France, pas forcément dans d'autres pays européens. Il y a ce qu'on appelait la grande démission, le Big Quit aux États-Unis, mais qui était en fait une réorganisation des rapports de force entre salariés. C'est une façon pour les salariés de renégocier leur salaire vis-à-vis des patrons à travers l'utilisation du télétravail. Mais effectivement, la grande crise que nous traversons aujourd'hui sur l'allongement de la durée de travail à propos des retraites, et c'est aussi évidemment une remise en question de cette activité qui semble difficile, tellement difficile qu'une majorité de Français préféraient ne pas travailler ou en tout cas être peut-être moins payés que… alors ça, je demande à voir, mais enfin, c'est possible, moins payés pour travailler moins. Alors, ça pose un certain nombre de questions. Alors, la question que je posais tout à l'heure, c'est qui va faire les boulots désagréables? Regardez les Deliveroo, ce sont majoritairement des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés. Ils sont là, ils sont à 200 mètres rue Bretagne. Ils ont leur QG et c'est eux qui ont porté la France avec d'autres, les infirmières, les médecins pendant le Covid et qui nous ont permis de manger. Donc, c'est quand même une réflexion qu'il faut avoir. Et effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'afflux massif d'immigrés vient aussi de ce que les Français ne veulent plus faire des tâches qu'ils jugent dégradantes. Ils voudraient, comme le montrent les enquêtes, faire des travaux qui aient du sens. Alors, évidemment, le sens est préférable et je pense que l'une des pistes de réflexion du gouvernement aujourd'hui ou des politiques serait d'améliorer la qualité du travail pour une majorité de gens, et notamment la question de la reconnaissance dans les bureaux, la volonté d'autonomie, la possibilité de progresser dans son poste plutôt que de passer d'un job à un autre sans jamais avoir la moindre possibilité d'avancement. Et puis, quoi qu'on en dise, et quel que soit le mépris apparent que les Français portent à l'argent, surtout l'argent des autres, surtout l'argent des riches, le salaire, c'est évident qu'il n'y a pas de difficulté au travail qui ne soit temporairement calmée par une augmentation. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup d'entreprises, grâce à ce qu'on appelle la prime Macron, redistribuent des dividendes, donc accélèrent l'idée de participation. Et c'est vrai que si on veut motiver des employés ou des salariés dans une entreprise, les encourager financièrement n'est pas l'idée la plus sotte du monde et on n'est pas obligé de recourir à la lutte des classes pour motiver les gens. Mais il n'empêche qu'il y a ce doute mis sur le travail et cette idée qu'au fond, travailler, c'est perdre sa vie. On disait dans les années 70, ne pas perdre sa vie à la gagner. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que si nous arrêtons de travailler demain, d'une part, qui va payer nos prestations sociales, qui va percevoir les impôts, on ne peut pas, en imaginant dans le meilleur des mondes, suggéré par la France insoumise, que tous les milliardaires soient évidemment mis sur la paille, que tous les millionnaires soient asséchés. Il y a un certain moment où il faudra quand même procéder à une création de richesse et un monde qui sera abonné au loisir ne pourra pas à son tour créer cette richesse. Et donc, ce que je crains à travers les bonnes intentions d'une certaine gauche qui plaide pour la diminution extrême du temps de travail, c'est qu'on aille vers une société à deux vitesses. Les puissants travailleront et même afficheront un surmenage certain et travailleront tout simplement parce que le travail est un moyen d'avoir un levier sur la société et de garder son pouvoir. Et puis, la plèbe sera, comme à l'époque de l'Empire romain, abonnée au pain et au jeu. Simplement, ils auront des écrans multiples. Ils
ils iront sur les jeux vidéo, ils seront évidemment divertis. Il y a d'ailleurs là-dessus, si on aime les séries, il y a des séries coréennes, sud-coréennes, extraordinaires et japonaises sur justement toute cette population pauvre qui est entraînée dans un certain nombre de jeux très cruels où les jeunes gens sont prêts à risquer leur vie pour tuer plus fort qu'eux. Il y a eu une série dont j'ai oublié le nom là, qui était assez extraordinaire. Oui, The Game, oui. Squid Game, voilà. J'ai vu qu'il y en a une autre qui est sortie. Voilà. Et donc, c'est toujours le même principe. Mais à partir du moment où on considère que le travail est une survivance de la préhistoire et donc un moyen d'exploitation de l'homme par l'homme, si on suit les phrases immortelles de Sandrine Rousseau, eh bien, on condamnera immanquablement une partie de la population à être en quelque sorte asservie aux ordres de l'autre et à survivre dans les seuls canaux du loisir et du consumérisme. Et s'il y a plusieurs sortes de loisirs, le loisir studieux, le loisir aristocratique, le loisir élégant des mendiants et orgueilleux d'Albert Cossery, que j'ai d'ailleurs bien connu à Paris quand il était à l'Hôtel de la Louisiane. Il y a aussi le loisir abêtissant et crétinisant des millions d'Occidentaux ou d'autres pays qui sont littéralement vampirisés par la télé ou par leurs écrans, et ce n'est pas forcément la société vers laquelle on a envie d'aller. Donc, ça ouvre plusieurs perspectives. Alors, sur la pensée et le mouvement, oui, ça, je crois que c'est les surréalistes qui, les premiers, ont véritablement mis en lumière la corrélation entre la marche dans la ville et la poésie. Hein, c'est non seulement parce que enfin, c'est Nietzsche, pardon, c'est Nietzsche, c'est Rimbaud aussi, non, pardon, c'est pas les surréalistes, c'est Thoreau aux États-Unis. Donc voilà, la vertu de la marche comme manière d'entretenir le corps et d'aérer l'esprit. Et bien même déjà les péripatéticiens dans la Grèce ancienne qui déambulaient pour réfléchir. Mais dans la position allongée, je trouve qu'il y a un phénomène intéressant, mais que nous n'allons pas étudier ce soir, c'est l'insomnie. Or, pour ceux qui souffrent d'insomnie, et en vieillissant, évidemment, on la connaît de plus en plus, je trouve que c'est une brève période d'extrême lucidité, quand tout d'un coup, tous les problèmes qu'on n'avait pas pu résoudre dans la journée reviennent à la surface, soit de façon aggravée, on se dit que la vie est finie, qu'on n'arrivera jamais à surmonter les soucis qui se posent à nous, que de toute façon, la fin est proche, ou au contraire, on arrive tout d'un coup à retrouver des phrases, à résoudre un problème grave. Et malheureusement, cette lucidité se dissipe dès lors qu'on se rendort. Et on a du mal le matin à trouver que les énoncés géniaux que l'on avait posés la nuit le sont encore à la pleine lumière du jour. Mais il y a comme ça dans le fonctionnement du cerveau humain des périodes de lumière extrême. Mais la course à pied, par exemple, fait partie de ces instants de grâce, l'escalade en montagne ou les randonnées, les courses en montagne aussi. Quand au bout de l'effort et de l'épuisement, on a tout d'un coup une intuition. Pas toujours, hein, malheureusement, parce que souvent la fatigue le surmonte. Mais donc, on peut soumettre le corps et le cerveau à des épreuves extrêmes qui, tout d'un coup, dégagent une tension profitable. C'est ce que les beatniks et les hippies appelaient l'élargissement des états de conscience grâce au LSD, grâce à toutes les drogues de synthèse qu'ils avaient établies dans les années 60-70 avec le grand gourou du LSD qui était Timothy Leary, qui était à San Francisco. Et voilà une période d'exploration. Mais aujourd'hui, nous n'explorons que notre intérieur. Voilà, l'esprit d'exploration a cédé à l'esprit d'introspection, mais l'introspection non pas de la vie illimitée du cerveau, mais tout simplement de la maison ou de l'appartement. Non, mais il y a eu 10 thèmes d'évoquer depuis. Moi, je voulais intervenir sur la question, encore une fois, des communautés des safe places. Donc maintenant, c'est hors sujet.
donc je peux picorer sur différents thèmes. Non, juste ce que je voulais dire, c'est que je pense que Pascal a écrit un texte très méconnu qui s'appelle Le Vertige de Babel, c'est ça? Le Vertige de Babel, un petit opuscule d'une conférence, je crois, d'une vingtaine de pages qui est très, très stimulant et qui m'avait ébloui, que je l'ai lu par hasard quand j'avais 16-17 ans, et qui parle du communautarisme, entre autres. Et ce qui me semble ouvrir une réflexion autour des safe places aussi, vous savez, on entend dire partout qu'on est dans une époque on ne peut plus individualiste. Et là-dessus, que ce qu'on soit à gauche ou à droite, tout le monde s'accorde à dire que l'époque est très individualiste. Or, il se trouve que on vit vraiment dans une époque qui a la culture des manifestations, des communautés, des réseaux sociaux, des safe places, des collectifs, encore des syndicats, des minorités. Enfin bon, on est vraiment dans une logique collectiviste. Ou communautaire, plus précisément, pas collectiviste, communautaire. Philippe m'a raconté il y a une vingtaine d'années, il a regardé la télévision et il voit un couple de parents qui vient de perdre son enfant parce qu'il était addict à la coke. Et que font les parents? La mort de l'enfant, ils passent à la télévision et ils créent une association de lutte contre l'addiction des jeunes. Ils le commentent en disant que font ces parents? Ils amplifient leur cas particulier en cas général, ils s'amplifient. Ils s'amplifient et donc ils passent leur temps à vouloir généraliser leur cas particulier, encore une fois, voilà, pour en faire un cas de société, un phénomène de société, un cas social. Un cas social. Et une autre anecdote, il y a un an, le journal Libération faisait une enquête sur Saint-Cyr, l'école militaire. Et les femmes étaient invitées à témoigner. Alors, des femmes racontent le traitement qu'elles ont à Saint-Cyr, c'est assez redoutable quand même. Et il y a une femme qui, au milieu du lot, commente en disant écoutez, quand j'étais à Saint-Cyr, j'ai été bafouée dans mon identité de femme et dans mes droits fondamentaux. Alors, je relis la phrase, je dis qu'est-ce que ça veut dire un truc pareil? Que dit-elle de concret sur son expérience réelle? Rien. Elle ne vit sa souffrance que comme un cas révélateur symbolique du traitement fait aux femmes. Mon identité de femme et mes droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'elle aussi, au lieu de vivre sa souffrance comme une chose particulière, singulière, personnelle, elle l'amplifie comme un cas de société. Et c'est un mouvement extrêmement symptomatique de notre époque qui chasse les féminicides et non pas les famicides. On dit bien un homicide, on ne dit pas un hominicide. Or, un féminicide, ce n'est pas le meurtre d'une femme particulière, mais le meurtre de la femme en tant que telle, de la féminité. C'est le propre des idéologies en vérité, c'est-à-dire qu'on prend des cas particuliers et on les élève au cas général. Tout ça pour dire, pardon, c'est un peu confus, tout ça pour dire, est-ce que notre époque est si individualiste que ça ou est-ce qu'elle est au contraire communautaire avec des générations qui se vivent de plus en plus comme appartenant à la minorité des femmes, des gays, voilà, tout ça. Et je trouve que ça ouvre une perspective aussi très intéressante sur les safe places et sur le rapport qu'on a aux siens. C'est bien, non? Il a dit. Juste un mot, parce que tout ce que je pouvais avoir comme remarque a été quasiment abordé. Il y a une seule chose que je n'ai pas entendue et qui me semble quand même importante, c'est de l'histoire de la violence dont vous venez de parler. Moi, elle se rapporte quand même au statut de victime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen. Maintenant, appartenir à un groupe, avant, on était un groupe, on se réunissait pour faire de la violence, pour interpeller la société. Aujourd'hui, il faut dénicher des victimes, se mettre dans un groupe de victimes pour exister. Donc, on n'est plus défini. Alors, effectivement, c'est une manière de se retrouver en groupe, mais c'est aussi une manière de s'identifier, d'exister. Et entre ceux qui sont les victimes et les défendre, et être la victime qui est défendue, on dirait qu'il n'y a plus que cette manière-là d'être dans cette société. Donc, c'était juste ce rapport à la victime que je voulais soulever. Je suis totalement d'accord. Ça va être le sujet de mon prochain essai. Donc, mais effectivement, je pense que le développement de l'individualisme va de pair avec
développement de la victimisation, puisque dans la construction de soi-même, l'individu évidemment est toujours menacé dans sa sécurité et il a besoin donc de s'appuyer sur des étais collectifs. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Tocqueville expliquait que dans son étude de la démocratie américaine que l'individualisme était en permanence, donc la revendication d'exister par soi-même est en permanence contredite par le conformisme. C'est-à-dire que tout individu a besoin de se perdre dans la masse pour ne pas se sentir isolé dans sa singularité. Et c'est évidemment la contradiction de nos sociétés individualistes qui sont en fait grégaires fondamentalement. Bien, on va s'arrêter là. Merci infiniment, Pascal. Merci, Ulysse. Merci à vous. Voilà, le prochain séminaire est très rapproché puisqu'on avait échangé les dates. Ça sera la semaine prochaine, le 16, sur la pulsion d'emprise. Je crois qu'on va. Merci beaucoup. Merci.